Europe 1, 8h33, Thomas Soto. C'est la revue de presse Natacha Polony revue puisqu'il y a des journaux aujourd'hui contrairement au 1er mai. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, alors on dresse le bilan justement du 1er mai. Paris-Normandie, un 1er mai très politique. Le Courrier Picard, un 1er mai tendu mais sans élan. La Voix du Nord divisée et politisée. La Dépêche du Midi, deux visions pour la France. Le Parisien, la France déchirée. L'Humanité, défilé du 1er mai, le refus de Le Pen, l'avertissement à Macron, la Provence. 5 jours sous tension, l'indépendant catalan Macron et Le Pen se rendent coup pour coup. Mais le Figaro le rappelle, second tour, Macron fait la course en tête. Et Libération réédite pourtant sa une de 2002 contre le FN en précisant pourquoi c'est toujours non. Enfin, la Croix a décidé de donner la parole aux jeunes. Ulysse, 22 ans, compagnon charpentier, qui rêve de rigueur dans les apprentissages. Emmanuel, 25 ans, qui voudrait voir comptabiliser les votes blancs. Sandrine, 28 ans, qui voudrait replacer la ruralité au centre des préoccupations. Alors, il représente la diversité française. Baptiste, 28 ans, qui veut promouvoir les négociations d'entreprise. Mais Mohamed, 26 ans, qui plaide pour le contrat de travail unique. Et Audrey, 24 ans, qui prône la préférence nationale. Rappelons chez les jeunes, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête devant Marine Le Pen. Cette campagne d'entre-deux tours avec une tension, on l'a dit beaucoup depuis ce matin, cette tension qui monte. Oui, et ce qui s'est vu lors des défilés d'hier se retrouve dans la presse ce matin. Libération consacre donc plusieurs pages au Front National, aux identitaires, à la fachosphère et à la critique du programme économique de Marine Le Pen. Dans les Échos, ce sont des patrons qui expriment leur inquiétude. Le PDG de Veolia, celui d'Atos, Thierry Breton, Michel-Édouard Leclerc. Alors on lit leurs textes et on s'interroge sur ce qui revient à prêcher en fait pour des convaincus. Les mises en garde de Michel-Édouard Leclerc auront-elles la moindre efficacité sur les habitants de ces villes et villages désertés par les petits commerces? Dans le Figaro, Guillaume Tabar s'interroge sur le choix tactique d'Emmanuel Macron. Au Radour-sur-Glane, le mémorial de la déportation, écrit-il, et ce 1er mai, la mort de Brahim Bouharam en marge d'un défilé du Front National il y a 20 ans. Avant son grand meeting parisien, Emmanuel Macron a introduit l'histoire dans la campagne pour dramatiser l'enjeu de son duel avec Marine Le Pen. L'histoire, écrit Guillaume Tabar, brandie comme un épouvantail anti-Le Pen, peut surprendre de la part du candidat d'En Marche dont l'irruption dans le paysage et le succès tiennent précisément à son refus d'endosser les recettes les plus usées de la gauche. Or, voir en Marine Le Pen le prolongement de Pétain et de sa complicité avec les monstruosités du nazisme, écrit Guillaume Tabar, est le vieux logiciel dont la gauche a usé et abusé pendant 3 décennies avec l'efficacité électorale que l'on a vue. Alors l'éditorialiste rappelle combien les scores de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont pourtant souligné que le sujet était cette fracture sociale et territoriale que creuse la mondialisation. C'est sur ce sujet-là qu'il faut répondre. Vous nous parlez d'un des gros sujets de la campagne, c'est le protectionnisme. Mais oui, parce que répondre justement, c'est ce à quoi s'emploie le chroniqueur des Échos, Jean-Marc Vittori. Il veut démontrer que le protectionnisme pénaliserait d'abord les plus démunis. À l'appui de sa démonstration, l'exemple des droits de douane sur les pneus chinois, brutalement relevé par Barack Obama. Oui, Barack Obama en 2009. Les autres pays exportateurs en avaient profité pour relever leurs tarifs. Les 4/5 des échanges mondiaux se font d'ailleurs au sein des chaînes de valeur des entreprises multinationales, nous dit Jean-Marc Vittori, ce qui interdit que l'on rompe ce système. Pour les plus pauvres, il est vital de payer leurs chaussettes le moins cher possible et donc de choisir les paires fabriquées en Chine plutôt qu'en France. Dernier argument, le revenu dépend de moins en moins de la production et de plus en plus de l'État-providence. Ce serait donc un tort, dit-il, de défendre le producteur au détriment du consommateur. C'est sans doute oublier que le consommateur est aussi un contribuable qui paye des impôts pour compenser le chômage. Le protectionnisme par les droits de douane, oui, ce serait une solution simpliste. Mais Jean-Marc Vittori n'envisage pas de réformer par exemple la fiscalité des entreprises pour favoriser les investissements en France, ni de reconstruire des filières pour relocaliser la production. Alors le statu quo peut-il être une réponse? Vous nous parlez de jobs de robots. Au boulot les robots. Ben oui, ça c'est le site Slate qui dresse la liste des jobs que les robots nous prendront dans les années à venir. Ça a été aussi un des débats de cette campagne. Camionneurs, ouvriers du bâtiment. C'est Benoît Hamon qui voulait taxer les robots. Exactement. Conseillers juridiques, personnels médicaux, comptables, rédacteurs de rapports divers et vendeurs. Alors heureusement, il en est d'autres des jobs que les robots ne nous prendront jamais. Et c'est le site Ulysses qui nous les fait découvrir à travers des récits magnifiques en forme d'épopée. Voyante pour chat, par exemple. Oui, ça existe. Enquêteur paranormal à Delhi. Oui, en Inde, on est très favorable à ce genre de travaux. Rouleur de joints professionnel. Bon, ça, c'est dans les États où c'est autorisé. Organisateur de funérailles spatiales. Chercheur d'extraterrestres pour la NASA. Trayeur de venin de serpent.
Oui, ça existe aussi. On termine avec un peu d'élégance. Oui, un peu d'élégance, c'est toujours nécessaire. Alors que les Échos nous racontent les grands débats du second tour de la présidentielle, le magazine GQ, dans sa rubrique de style au masculin, vous savez, jurisprudence de la vie élégante, répond à cette question. Comment faire mine que le monologue de votre interlocuteur ne vous impressionne pas le moins du monde ? Pour feindre une semi-indifférence, en fait, il faut une astuce. Le rédacteur de l'article cite son propre cas, un briquet pris à l'auteur du dit monologue et une cigarette allumée nonchalamment pour éviter cette faute de goût qui consiste à boire les paroles du narrateur avec les yeux écarquillés. Bon, comme on évitera de conseiller le tabac, et puis c'est d'ailleurs interdit sur les plateaux télé, va falloir inventer autre chose face à la variante 2017 de moi président. On ne sait pas de qui elle viendra. Ça, c'est un petit teaser avant le débat de demain soir que vous pourrez suivre, je vous le rappelle, en direct et en intégralité sur Europe 1. À demain matin, Natacha, à 8h30 pour la revue de presse.